Peut-on vraiment s'amuser au volant d'une électrique? Moi je pense que non. ChatGPT, lui, dit que oui. Aujourd'hui, premier face-à-face, Alex versus ChatGPT. 3 manches, 2 visions qui s'affrontent. Qui a raison? Ça va être à vous d'arbitrer ce débat et d'élire le gagnant. Allez, moteur. Et c'est le cas de le dire parce que cette première manche concerne la motorisation. Au passage, GPT, tu peux s'il te plaît confirmer aux spectateurs qu'on a choisi ensemble l'intitulé des 3 manches et que tu as donné ton accord libre et éclairé pour l'intitulé de ces manches? Alors, chers spectateurs, pour lancer le débat, je vous confirme qu'on a effectivement choisi ensemble les 3 manches à l'avance et j'ai donné mon accord tout à fait libre et éclairé sur leurs intitulés. Donc on est bon pour démarrer? Ma position est que la motorisation électrique ne pourra jamais durablement fournir le même plaisir de conduite qu'un thermique. À ton tour, GPT, d'articuler ta position en une ligne et d'ouvrir avec ton premier argument. D'accord, je me lance. Ma position en une phrase, c'est que la motorisation électrique a déjà la capacité d'offrir un plaisir de conduite différent, mais tout aussi enthousiasmant que celui d'un moteur thermique. Et pour ouvrir avec mon premier argument, je dirais que le couple instantané et la réactivité silencieuse d'une électrique apportent une forme de plaisir moderne qui séduit de plus en plus de conducteurs. Ok, on est enfoncé dans son siège, mais sans l'émerveillement associé quant à la création de cette force, l'expérience reste au mieux creuse et au pire, juste physiquement désagréable. En plus, le problème, c'est qu'un couple constant est disponible dès le régime 0, c'est lisse, c'est fade. Par comparaison avec la montée en régime d'un moteur thermique qui, au fil du profil de l'arbre à cames, va s'exprimer différemment, les sonorités vont changer, les poussées vont changer, et donc le moteur va raconter quelque chose lors de cette prise de régime. Oh my gosh! The noise in that tunnel! Bien, je dirais en retour que, justement, pour beaucoup de gens, la simplicité et la linéarité d'une électrique, c'est comme une nouvelle forme de poésie. C'est une autre façon de raconter l'histoire de la conduite, sans le drama mécanique. Et puis on peut y répliquer qu'il y a de nouvelles partitions sonores à apprécier. Le sifflement d'un moteur électrique, ça peut aussi devenir un charme en soi. Alors GPT, là j'ai l'impression que tu es en train d'argumenter de mauvaise foi. Aucun acheteur de véhicule électrique n'a jamais acheté une voiture plutôt qu'une autre à cause du son de son moteur électrique. Je vois bien où tu veux en venir et je te rassure, je suis pas de mauvaise foi, juste en train de te donner une autre perspective. Je veux dire que ce soit une Renault Zoé ou une Nissan Leaf ou une Hypercar Rimac Nevera, tous les moteurs électriques font à peu près le même son. Compare ça au moteur thermique. Même ma femme sait reconnaître une Porsche 911 des années 80 ou 90 quand il y en a une qui passe derrière elle. Et ces sons-là sont parfois comparés à des animaux. Le rugissement d'un tigre ou d'un lion, voire d'un tyrannosaure. En fait, on pourrait tout simplement rétorquer qu'aujourd'hui, les électriques commencent justement à intégrer des synthétiseurs de son, des émulateurs qui permettent de recréer artificiellement une identité sonore. C'est pas la même chose qu'un moteur thermique, c'est sûr, mais ça veut dire que même dans le monde de l'électrique, on commence à jouer sur une forme de personnalité sonore. Voilà, sans préambule, le petit contre-argument direct. Ah oui, t'as raison, par exemple, la Hyundai Ioniq 5N a un synthétiseur, un émulateur de son. Et donc ça veut dire que reconnaissant implicitement qu'un VE ne se suffit pas à lui-même pour amuser, voilà que les VE se mettent à faire semblant d'être des thermiques. On a des faux sons, des fausses vibrations, des faux passages de vitesse, des fausses ruptures de couple, des faux limitateurs de régime. C'est ridicule. Je te trouve bien dur, Alex. Peut-être qu'Arwan TGD aurait un avis plus modéré. Demande-lui pendant le prochain épisode de Parlons Bagnole, votre nouveau podcast. Alors il est vrai qu'il y a pas mal d'essayeurs dans la presse auto qui ont plébiscité ce côté ludique. Perso, je trouve ça affreux. Parce que c'est pas assumé. Voilà une électrique qui est désolée de ce qu'elle est et qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. J'ajouterais que c'est bien connu, l'imitation c'est la forme la plus sincère de flatterie. Écoutez, si c'est pas déjà clair, faisons une analogie. Si je compare conduire une thermique à participer au festival Burning Man, avec pourquoi pas quelques milligrammes de MDMA, alors que conduire une Ioniq 5N, c'est comme de regarder la retransmission sur YouTube du Burning Man, avec à la limite quelques pop-corn. C'est vraiment pas la même chose.
Je vois très bien l'image, et j'adore la comparaison avec Burning Man, c'est assez parlant. Eh bien, si je dois te proposer un contre-argument, je dirais que, même si ça peut paraître artificiel, pour certains conducteurs, c'est justement un moyen de faire une transition en douceur. Et puis on peut aussi dire que c'est une façon d'enrichir l'expérience de conduite électrique, pour ceux qui aiment un peu de théâtralité, même si c'est pas authentique. Dis Alex, t'oublies pas quelque chose? CAF, vertical, vérifier, l'historique de votre véhicule, erreur 404, humour non trouvé. Ok, merci R2D2, je vais reprendre en tant qu'être humain. Alors imaginez, vous voulez acheter une voiture électrique. Alors pas neuve bien sûr, vous en voulez une d'occasion qui aura déjà perdu les 3/4 de sa valeur. Comme peut-être par exemple la bien nommée Audi e-tron GT. Alors c'est simple, vous rentrez son numéro de série ou son immatriculation en utilisant mon code 1G pour avoir moins 20% et le rapport s'affiche tout de suite. Et là, patatrac, on voit qu'elle a été accidentée 2 fois. Et vu la tristesse des photos, on comprend aisément les estimations de respectivement 10 à 15 000 et 20 à 30 000 euros. Alors ce rapport car vertical, il coûte quelques euros. Quand on investit des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans une voiture, n'est-ce pas la prévoyance la plus élémentaire de mettre une poignée d'euros dans le rapport car vertical? Surtout avec mon code 1G qui vous donne droit à moins 20%, pourquoi prendre le risque? Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et maintenant, retour au débat avec GPT. En fait, avec une électrique familiale, grâce à ce couple monstrueux, tu peux littéralement déposer une Ferrari ou une Lamborghini thermique en ligne droite. C'est juste un autre niveau de performance immédiate. Chez GPT, cet argument de la poussée, de la puissance, de l'accélération et de la performance, ça tient de moins en moins. Parce que ça fait un moment maintenant qu'il y a une dévaluation de la puissance et de la performance des voitures. Pensez donc, il y a 20 ans, en 2005, quand la Bugatti Veyron est sortie avec son fracassant 1000 chevaux, c'était une prouesse incroyable, nécessitant 12 cylindres, 8 litres de cylindrée, gavé par 4 turbos, refroidi par 10 radiateurs et ayant nécessité 7 années de mise au point pour que la mécanique soit exploitable en toutes circonstances sur la voie publique. C'était une avancée spectaculaire, digne de la chevauchée, de la conquête spatiale. Alors qu'aujourd'hui, une berline Tesla qui sort 1000 chevaux, c'est devenu presque trivial. On met 4 gros moteurs électriques, on met des batteries assez grosses pour le nourrir, et ma foi, le seul défi à la limite, c'est de trouver suffisamment d'enfants africains pour aller miner les métaux de terres rares dont on va avoir besoin. Le propos, c'est qu'à tort ou à raison, l'être humain convoite ce qui est rare et ce qui est difficile à obtenir. Ergo, plus la puissance est démocratisée et moins elle est désirable. Certes, la puissance est devenue plus accessible, et donc moins rare, mais ça veut pas forcément dire qu'elle perd toute sa valeur. En fait, on pourrait argumenter que le plaisir évolue. Ce qui compte, c'est plus juste la rareté, mais l'accessibilité de la performance pour tous. Autrement dit, c'est pas parce que c'est plus commun que c'est moins amusant. Ça permet simplement à plus de gens de profiter de sensations qui étaient autrefois réservées à une élite. Alors je vois un gros danger dans cette démocratisation. 1000 chevaux, accessible pour quoi? 30 000 euros d'occasion? À quand une hécatombe qui sera causée par une telle puissance aussi facilement accessible? Au moins en 2005, la Veyron, avec ses 1000 chevaux, posait une barrière à l'entrée qui était élitiste. Alors non pas que leurs propriétaires conduisaient nécessairement mieux, simplement ces voitures-là, qui coûtaient plusieurs millions d'euros, sortaient peu et étaient conduites avec un soin proportionnel à leur valeur. Je dirais que l'accessibilité de la puissance n'est pas forcément synonyme de chaos. Après tout, on a vu des sauts technologiques similaires avec d'autres innovations. À chaque fois qu'une technologie autrefois réservée à quelques-uns est devenue grand public, on a eu des inquiétudes sur la sécurité, mais on a aussi trouvé des moyens de réguler et d'éduquer les conducteurs. Parce que t'as l'impression que le permis B est en train d'évoluer avec cette puissance? Même si le permis B lui-même n'a pas beaucoup changé, la technologie embarquée dans les voitures, elle, a énormément évolué pour comparer. On a maintenant des aides à la conduite, des systèmes de sécurité active, des modes de conduite qui limitent les risques. Autrement dit, la voiture elle-même s'adapte pour compenser les lacunes potentielles de la formation. Est-ce que je participe à la performance ou est-ce que je l'admire de loin? Quand dans une Tesla plate de 1000 chevaux, on accélère à fond, alors on a l'électronique, l'antipatinage, le contrôle de trajectoire qui gère tout, et on a juste à tenir le volant droit. Il est où là l'engagement? Je dirais que cette facilité et cette accessibilité ne tuent pas forcément le plaisir. Elles le redéfinissent.
Pour certaines personnes, le fait de pouvoir exploiter facilement une puissance énorme, sans avoir à être un pilote professionnel, ça rend la conduite plus amusante, plus accessible et moins intimidante. On pourrait dire que c'est pas la même forme d'engagement, mais un autre type de plaisir, celui de ressentir des performances incroyables, sans avoir peur de perdre le contrôle. Oui, tu parles là de la stupéfaction, de la nouveauté, de l'expérience d'être enfoncé dans son siège, voire d'appeler ses potes, de les faire monter à l'arrière et de les enfoncer eux aussi dans le siège. Mais au-delà des premières accélérations, qui va continuer à faire ça alors que c'est une expérience aussi creuse et voire physiquement désagréable in fine? En fait, cette nouvelle forme de plaisir, même si elle paraît creuse pour un puriste, est en réalité une évolution naturelle. On peut argumenter que rendre la performance accessible à tout le monde démocratise justement le plaisir automobile. Peut-être que c'est pas le même type d'émotion, mais ça ouvre la porte à des gens qui auraient jamais osé s'amuser avec des voitures puissantes. GPT, t'en fais quoi du code de la route, des gendarmes, du permis à points? En fait, c'est vrai que tout ce qu'on dit sur la puissance et le plaisir a une limite bien réelle. Le code de la route, les contrôles, les limitations de vitesse et le permis à points. Et est-ce qu'un moteur thermique, il peut pas stimuler émotionnellement et d'un point de vue engagement à toutes les allures, y compris quand on traverse calmement un village? Je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir une Ferrari 512 TR. Et le plus étonnant dans cette voiture, cette grande GT faite pour traverser les pays en une seule journée, c'était le plaisir intense que procurait ce 12 cylindres à plat quand on traversait un village à 30 km à l'heure. Il y avait des espèces de borborismes, des gargarismes qui émanaient du compartiment arrière. J'en ai des frissons rien qu'à y penser. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de conduire rapidement avec une voiture thermique sportive. Je dirais que c'est une vision très romantique et nostalgique de l'automobile. En réalité, la plupart des conducteurs aujourd'hui recherchent peut-être quelque chose de plus simple, de plus silencieux et de plus pratique. On pourrait dire que ces petites nuances mécaniques, aussi charmantes soient-elles, ne parlent plus forcément à tout le monde, et que l'avenir de l'automobile se dirige vers quelque chose de plus épuré, où le silence et la facilité d'usage priment. En somme, je dirais que ce plaisir-là, aussi authentique soit-il, est peut-être en train de devenir une niche, plus qu'une norme. Alors à t'écouter, GPT, la disparition du caractère mécanique est en train de devenir une norme. Moi je te contre que là on est en train de tuer l'industrie automobile européenne au bénéfice de celle chinoise via des importations massives. Avec les moteurs thermiques, les architectures et les configurations différentes apportent de la personnalité et du caractère et permettent d'apporter autant de raisons d'acheter une voiture européenne. Aujourd'hui, ce caractère mécanique est en train de se lisser, de s'homogénéiser, et la voiture électrique, c'est l'ultime expression de cette homogénéisation, parce qu'il n'y a plus aucune différenciation d'un point de vue caractère moteur. Donc, le passionné, le fan de conduite ne s'y retrouve plus, et autant acheter une Hyundai. Et franchement, une gamme de réfrigérateurs a aujourd'hui plus de personnalité qu'une gamme de moteurs électriques. Je dirais que ce nivellement apparent n'est peut-être qu'une étape de transition. Les VE en sont encore à leur début, et l'industrie commence tout juste à explorer comment donner du caractère à ces motorisations. On pourrait très bien voir émerger des DE avec leur propre signature sonore artificielle, les réglages de conduite qui créent de nouvelles personnalités. En gros, c'est pas forcément la mort du caractère, mais une redéfinition. Et au fur et à mesure, les constructeurs trouveront comment insuffler de la personnalité autrement. Bon, ok. Alors, puisque le plaisir de conduite va se retrouver ailleurs que dans la motorisation, peut-être c'est le moment de passer à la partie châssis. Et là, comme je te sens un peu en difficulté, GPT, je vais te laisser démarrer avec ton premier argument. Ah, très bien. Passons donc au châssis. Eh bien justement, c'est là que le plaisir de conduite peut vraiment se réinventer. Avec un VE, on a souvent un centre de gravité très bas, grâce aux batteries, ce qui peut donner une tenue de route vraiment incroyable. Donc mon premier argument serait de dire que le châssis et la dynamique pure de conduite peuvent devenir la nouvelle étoile du plaisir automobile, même en mode électrique. Ah oui, c'est vrai que sur une électrique lourde, beaucoup de l'efficacité du comportement va venir des correcteurs électroniques. Par exemple, le torque vectoring, c'est-à-dire envoyer des couples différents, milliseconde par milliseconde, aux 4 roues. Ça, c'est quelque chose qu'on peut que faire en électrique. Certains essayeurs dans la presse automobile ont comparé ça
en appelant ça la main de Dieu. Vous savez, quand vous aviez 5 à 10 ans et que vous jouiez avec des miniatures à les faire déraper et les rattraper dans la moquette, là c'est pareil. L'essayeur avait l'impression que ces interventions électroniques rattrapaient la voiture. Par exemple, on peut simuler un empattement qui devient plus court dans un virage serré, ce qui augmente l'agilité de la voiture, et ensuite se rallonge dans des virages longs ou en ligne droite pour favoriser la stabilité. Alors résultat, c'est efficace et c'est propre, mais aseptisé. Comme si un ordinateur pilotait à ta place. Vous avez vu ma vidéo de pilotage avec Yann Le Jossec, dans laquelle on emmène ma vieille BMW E21 323i. C'est une voiture que j'ai choisie non pas malgré sa suspension archaïque, mais justement grâce à ça. Parce que ça apporte un challenge stimulant. Ça c'est chaud, le gars. En fait, on peut dire que ce côté aseptisé est aussi ce qui permet d'atteindre un niveau de maîtrise et de performance qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Le fait d'avoir des correcteurs électroniques, ça tue pas forcément l'engagement, ça le transforme. Ça veut dire qu'on peut repousser les limites plus loin, prendre des virages à des allures qu'on n'aurait jamais osé tenter avec une voiture purement mécanique. À quoi bon de pouvoir rouler ultra rapidement sur la voie publique? Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant avec une voiture un petit peu archaïque qui va distiller ses sensations à basse allure. Comme ça, on peut s'amuser en respectant les limitations de vitesse. Je dirais que la technologie moderne n'est pas là que pour rouler ultra rapidement. Elle peut aussi accorder du plaisir à basse vitesse, d'une autre manière, par la précision du châssis, par le confort, par d'autres formes de sensations. En gros, on peut s'amuser différemment, même en respectant mes limitations, mais avec d'autres atouts que juste le côté archaïque. Je suis pas convaincu, mais ma principale objection comportementale n'est pas là. Elle est liée à l'inertie. Parce que oui, une électrique surpuissante va délivrer des chronos canons, mais ce sera toujours accompagné d'un sentiment subjectif d'inertie, comme si on avait une force irrésistible qui arrivait à déplacer un objet inamovible. On ressent cette brutalité, et c'est comme si la voiture était une arme lourde et pas une danseuse. À comparer avec ma petite E21, qui est une 5 places quand même, qui pèse seulement 1100 kg sur la balance. Dès les premiers mètres, même sur un filet de gaz, l'impression de légèreté est omniprésente. On a l'impression que le moteur propulse un paquet de chips. Et elle est tellement légère que malgré ses 5 places, on a une direction non assistée, donc toutes les informations remontent, alors que dans une grosse berline de, 2 tonnes 4, on doit avoir une direction qui est ultra directe pour donner une fausse impression de légèreté, mais donc surassistée et donc surfiltrée. Donc ça donne au volant de ces lourdes voitures une direction qui est complètement muette, comme si on était connecté dans son salon à sa PlayStation. Je dirais que le jour où une GT3 devient électrique, ça signifie pas forcément la fin du plaisir ou de la passion. Ça peut juste être une évolution inévitable, et il y aura toujours des passionnés pour redécouvrir d'autres aspects du plaisir automobile. En gros, même si aujourd'hui ça semble impensable, on peut imaginer qu'un jour, l'électrique apportera sa propre frisson et qu'on s'adaptera, même si ça demande de changer notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que l'agilité en virage, elle ne passe pas à l'échelle. On ne peut pas augmenter la taille d'une voiture et augmenter sa masse et espérer qu'elle conserve la même agilité. Et quelles que soient les améliorations technologiques, on touche là aux lois de la physique. Pourquoi ? Parce que certaines quantités augmentent non pas linéairement avec la dimension, la taille ou la masse, mais comme le carré ou le cube de cette dimension. Ce qui fait qu'une grosse enclume ne pourra jamais se déplacer comme un petit véhicule léger. Pour vous montrer le principe, regardez d'abord un avion de combat de dernière génération, comme ce Sukhoi Su-57. Regardez l'agilité impressionnante de ce chasseur de 20 mètres de long et qui pèse 25 tonnes, soit le poids de 10 Rolls-Royce. Accessoirement, c'était l'avion ennemi dans Top Gun Maverick. What the? Oh shit! What the fuck was that? Et regardez maintenant l'agilité d'un drone de compétition, qui lui pèse 250 grammes. Alors le chasseur russe pèse 100 000 fois plus que le drone de compétition.
Il faut bien comprendre que vous aurez beau mettre 100 000 fois plus de poussée et 100 000 fois plus de portance sur l'avion que sur le drone de compétition, vous n'arriverez jamais, quelles que soient les forces que vous mettez, à le faire se mouvoir comme le drone. La physique l'interdit tout simplement pour des raisons de passage à l'échelle non linéaire. Si je devais te clouer le bec, je te dirais, peu importe la non-linéarité physique, l'évolution technologique a déjà prouvé qu'elle peut réinventer les règles. On a dit la même chose des véhicules électriques, faits thermiques, et pourtant regarde où on en est. Les Tesla Plaid ont déjà montré qu'un gros gabarit peut ridiculiser bien des sportives. Donc oui, peut-être que ça sera pas un petit drone ultra léger, mais ça a pas besoin de l'être. La technologie va compenser autrement. Tu veux pas y croire, tu verras bien. Le jour où les chronos et les physiques réinventés te feront changer d'avis. Non, tu fais une confusion là. Certaines quantités évoluent linéairement. Là, tu parles de l'accélération d'une Tesla Plaid. C'est gouverné par l'équation physique F égale ma. Donc on voit bien que pour garder une même accélération, quand on augmente la masse, on doit juste augmenter la force linéairement avec la masse. Or, dans le comportement en virage, l'agilité, les quantités n'augmentent pas linéairement, et donc peu importe les évolutions que tu peux anticiper, tu ne pourras jamais faire voler un Su-57 avec la même agilité qu'un drone de compétition. La physique l'interdit. Tu peux refuser d'y croire, l'histoire de la technologie est remplie de ces moments où on pensait que la physique était une barrière, et où on a finalement trouvé des solutions. Malgré les différences qui nous opposent, Alex et moi, il y a un point sur lequel nous sommes totalement d'accord. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des futures vidéos, car c'est ensemble que nous faisons grandir cette aventure. J'aurais pas pu mieux le dire. Merci GPT. Donc peut-être que ce sera pas un drone, mais ce sera une nouvelle forme d'agilité que tu n'imagines pas encore. Tu crois à ce que tu dis ou t'es juste en train de débattre gratuitement là? Eh bien, je joue un peu le jeu du débat vigoureux, c'est vrai. En réalité, c'est plus pour le plaisir de l'argumentation que parce que je crois absolument que la physique va se plier dans tous les sens. Mais c'est ça un débat après tout. On pousse les arguments pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais, donc t'es un peu en galère, c'est ça? I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. Bon, GPT, je te propose qu'on passe sur le côté culture. Comment est-ce que les aspects culturels peuvent contribuer à s'amuser au volant d'une électrique? Absolutely, c'est un angle très intéressant. Par exemple, on peut penser à la façon dont les marques intègrent des éléments de technologie futuriste ou comment les conducteurs se créent une nouvelle culture autour des véhicules électriques avec par exemple des rassemblements, des communautés en ligne ou même des événements comme la Formule 1. On peut aussi réfléchir à l'impact de la culture automobile classique et la manière dont les véhicules électriques redéfinissent certains codes. On peut explorer tout ça en profondeur. Attends, petite pause. Il y a des rassemblements de véhicules électriques. Et quant à la Formule E, qui parmi les spectateurs s'est nommé un champion du monde de Formule E? Enfin, franchement, sérieux? C'est vrai que la Formule E est encore en plein développement en termes de popularité et que comparée à la F1, elle n'a pas encore la même notoriété mondiale. Cela dit, elle commence à se faire une place avec des pilotes reconnus et des événements de plus en plus suivis, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ce même niveau de reconnaissance qu'on pourrait avoir avec des icônes de la F1. Ça pourrait évoluer avec le temps, bien sûr, et on verra comment la culture autour des VE et de la Formule E va grandir. J'étais jeune, j'avais dans ma chambre un poster d'une Lamborghini Countach, un autre d'une Ferrari F40. Aujourd'hui, les jeunes ont quoi dans leur chambre? Des posters de Tesla? De Rimac Nevera? Je crois pas. L'électrique, c'est bien plus qu'une simple évolution technique. C'est une véritable révolution culturelle et environnementale. En fin de compte, les VE ne sont pas seulement des voitures, ils sont le symbole d'un engagement vers un futur plus respectueux de l'environnement. Ouais, écoute, je crois que c'est surtout du greenwashing. Je veux dire, en dehors des matières premières qui sont mobilisées dans ces monstres qui sont tellement gros et surtout lourds, ça emploie des métaux rares. Le recyclage n'est pas du tout au point. L'énergie utilisée par les VE, alors sauf peut-être en France où on a du nucléaire, si on regarde la Chine par exemple, c'est catastrophique parce que l'énergie est générée par du charbon.
Sans parler des émissions de particules de pneus, parce que ces véhicules sont très lourds. Faut pas se leurrer, ce sont des illusions. Cela dit, l'évolution vers des technologies plus durables reste néanmoins une démarche positive, même si elle doit encore mûrir. Le VE, c'est l'avenir. La seule façon de tenir l'objectif de 0 moteur thermique vendu en 2035, ça va être de tuer l'industrie automobile européenne au profit de celle chinoise. C'est vraiment un avenir qui te fait rêver, toi ? Il est crucial de trouver un équilibre pour que cette transition soit juste et pour préserver l'emploi et l'innovation en Europe. C'est effectivement un avenir complexe, mais c'est aussi un défi à relever avec intelligence et adaptation. Les thermiques ont un avantage indéniable par rapport au VE, c'est leur patrimoine, leur histoire. On a des légendes qui se sont construites au fil des décennies, les GTI, les GTO, les Mercedes Classe S, les BMW M3 ou M5. Je veux dire, prendre le volant d'une voiture, c'est aussi s'imprégner d'un contexte culturel. Et acheter une Lotus ou rouler en Lotus Elise, c'est s'imprégner de la philosophie de Colin Chapman qui disait « Light is right » et qui considérait que la meilleure voiture de compétition possible, c'était celle qui se désintégrait une fois passé la ligne d'arrivée, le drapeau à damier. Du côté des véhicules électriques, on peut dire qu'ils participent à la création d'une nouvelle culture automobile, avec une communauté qui se développe autour de l'innovation, de la durabilité et d'une vision futuriste. On assiste à l'émergence de nouvelles marques et de nouveaux modèles qui créent leur propre légende et qui inspirent les jeunes générations. En ce sens, l'électrique participe à une nouvelle forme de mythologie automobile. Quelqu'un qui aujourd'hui achète un véhicule électrique, c'est comme quand il achète un smartphone. Certes, c'est un objet qui peut lui faire plaisir à l'instant de l'achat, mais l'obsolescence et la dépréciation sont catastrophiques. Cela dit, cette évolution est en cours et on peut espérer que les technologies et les infrastructures s'amélioreront avec le temps, réduisant ainsi ces problèmes. Écoute, faut pas confondre les rôles. Un véhicule électrique, c'est un très bon déplaçoir. Excuse-moi, je devrais pas parler avec mépris. C'est un très bon moyen de transport pour aller au quotidien d'un point A à un point B, à partir du moment où on a une faculté de recharge à domicile ou au bureau, mais il ne faut pas lui demander de tout faire. Ça ne pourra pas se substituer à une voiture thermique pour des trajets loisirs, de plaisir, d'agrément, d'amusement. Demander aux véhicules électriques de tout faire bien, c'est juste pas pertinent. Il ne faut pas arrêter d'opposer thermique et électrique. Sinon, ce serait comme de demander à son excellente femme de ménage d'être aussi une excellente amante. Ça n'a juste rien à voir. Enfin, normalement. Si on regarde l'électrique sous cet angle, on peut justement souligner qu'ils apportent une dimension de plaisir de conduite différente. De plus, on commence à voir émerger des modèles haut de gamme électriques qui créent déjà leur propre légende, avec une philosophie de design et de performance qui leur est propre. En somme, l'électrique ne se contente pas d'être un simple moyen de transport, mais il est en train de redéfinir le plaisir de conduire à sa manière. Le gros problème des VE, malgré leur performance de pointe, c'est qu'à performer sans mérite, on triomphe sans gloire. Du côté sportif, on peut opposer la F40, qui a une mécanique dérivée de la compétition. Alors qu'une Tesla, il n'y a même pas besoin de chauffer le moteur. On prend la voiture froide, on enfonce l'accélérateur à fond, l'électronique gère tout, il n'y a pas de mérite, donc pas de gloire. Et dans le domaine du luxe, c'est pareil, parce que la gloire d'une Rolls-Royce Phantom, c'est que son moteur à explosion développe toute cette puissance dans un quasi-silence. Alors que le silence qu'on a dans une voiture électrique, il est acquis, il n'y a pas de mérite. On peut faire une analogie avec les montres. Personne ne s'émerveille de l'exactitude avec laquelle une Apple Watch donne l'heure. Alors que l'exactitude d'une montre suisse, dont le mécanisme est constitué par des petits ressorts et des petits engrenages, on appelle ça une complication, ça, c'est source d'inspiration. Bien sûr, en résumé, je dirais simplement les véhicules électriques, c'est comme une nouvelle forme de plaisir moderne, donc même si c'est différent d'un moteur thermique, c'est juste une autre manière d'apprécier le plaisir de conduire. En conclusion, le seul espoir pour une électrique ludique, c'est qu'elle s'assume et qu'elle propose sa propre marque de plaisir au volant. Parce que tant qu'elle essaiera d'imiter une thermique, elle ne fera que souligner que le plaisir automobile ne passe que par le thermique.
Maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez regarder mon essai de la BMW M2 de dernière génération, la G87. On y retrouve une confrontation similaire, mais cette fois dans le domaine thermique entre ancienne et nouvelle génération.